Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Q&A. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien ce matin ou cet après-midi ou ce soir, en fonction de quand vous écoutez l'épisode, bien sûr. Ici, c'est encore le matin, c'est pour ça que je suis un peu dans le cake et que voilà, que je dis ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est pas facile cette semaine avec le décalage horaire, j'allais dire, mais avec le passage à l'heure d'été, ouais, il faut toujours quelques jours pour s'y faire, hein. Et, euh, et voilà, c'est pas facile. Ok, on va passer aux questions. J'espère que vous aimerez ces questions. Je les ai trouvées super cool. La première, c'est pourquoi d'une séance à l'autre, les postures d'équilibre peuvent être très réussies ou au contraire perturbées. Alors, c'est une très bonne question et effectivement, dès qu'on a fait quelques séances de yoga, on se rend compte que d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, euh, notre, euh, notre équilibre est très très différent. Et une posture qu'on a merveilleusement bien réussi à tenir la veille, donc des équilibres sur une jambe par exemple, le, le lendemain ou même plus tard dans la journée, ça peut être complètement impossible. Il y a des jours comme ça où notre équilibre est juste pas là, en veille. Et alors pourquoi? Eh ben, l'équilibre, en fait, ça dépend de tout un tas de variables, de vraiment énormément de variables différentes, internes et externes. Donc des variables internes, ça va être notre état de fatigue mentale, notre état de fatigue physique, bien sûr, notre concentration, notre humeur, donc en fonction de si on a bien dormi ou pas, en fonction de si on a quelque chose qui nous trotte dans la tête ou pas et que du coup on n'est pas super concentré, si on a une humeur particulière ou si on a fait du sport la veille et qu'on a des courbatures, enfin, plein de choses différentes. Et des variables externes aussi, en termes de distraction environnante, du bruit, de ce qu'on a dans notre champ de vision, de la température de l'air, etc. Donc, ça dépend de plein de choses. Donc, pourquoi d'une séance à l'autre notre équilibre est perturbé? Voilà, c'est difficile à dire. C'est très très difficile à dire. Ça peut être plein de choses. Après, pour mettre toutes les chances de son côté, on va déjà être bien reposé. C'est toujours une bonne idée dans la vie en général. Tout est plus difficile quand on est fatigué, mais l'équilibre en particulier. Et on veut être aussi dans un environnement calme avec le moins de distractions possible. Mais aussi prendre un moment pour poser sa respiration avant de venir dans la posture d'équilibre. On va aussi bouger très lentement et sans élan, parce que l'élan voilà, ça c'est pas compatible avec l'équilibre. Enfin, si c'est compatible, mais ça va rendre l'équilibre beaucoup plus difficile si on prend de l'élan, parce que du coup, si on prend de l'élan, il faut arrêter son élan à un endroit, alors que si on se penche dans un équilibre plutôt qu'on saute, ça va mieux. Et on veut aussi poser le regard sur quelque chose et le garder fixe. Très très important, parce que beaucoup de notre équilibre passe par notre champ visuel, par ce qu'on voit. Et du coup, si on le garde, on peut garder le regard près du sol pour que ce soit plus facile. Si on regarde le sol et qu'on garde le regard fixe, ce sera toujours beaucoup plus facile que si on regarde en l'air ou si on regarde un peu partout, si notre regard part dans tous les sens. Donc le regard là, est hyper important pour l'équilibre, tout comme la concentration, donc prendre ce moment pour respirer calmement et le fait de bouger très lentement, de toujours bouger très lentement. Et l'erreur principale que je vois chez mes clients quand ils tentent une posture d'équilibre, c'est qu'ils essayent de sauter dans la posture et de s'arrêter à un moment, en fait. Donc de prendre cet élan pour sauter dans la posture et espérer qu'ils vont réussir à s'arrêter à un point d'équilibre en route. Et malheureusement, ça marche rarement. Donc, lentement. On veut bouger lentement avec intention, toujours. Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand notre cardio s'améliore? Est-ce que c'est le cœur qui devient plus efficace?
Alors, j'ai adoré cette question parce que je ne connaissais pas vraiment la réponse, en fait, ou pas avec certitude. Du coup, je suis allée faire un peu de recherche et j'ai trouvé ça super, super intéressant. Parce qu'effectivement, on peut se demander comment ça se fait qu'on gagne, on devient meilleur en cardio. En fait. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps qui fait que euh, on arrive à tenir plus longtemps quand on court ou quand on fait de la cardio quelconque et, euh, et que ça devient moins pénible. Et du coup, la réponse, c'est que c'est en trois points en fait. Déjà, le volume de cellules sanguines dans le cœur augmente, et ce qui fait qu'on est capable de transporter davantage d'oxygène dans le sang, puisqu'il y a plus de cellules qui le transportent. Et du coup, notre système, notre circulation devient plus efficace, parce qu'on peut l'oxygène et voilà, il y a plus d'oxygène qui est transporté dans le sang euh, grâce à l'augmentation du volume des cellules sanguines. Le deuxième point, qui est aussi super intéressant, enfin pour moi en tout cas, c'est que notre diaphragme, et le diaphragme, donc c'est le muscle principal de la respiration, qui se trouve tout en bas de notre cage thoracique. Le diaphragme, il se renforce, puisque c'est un muscle, il se renforce quand on l'utilise plus et mieux, et donc quand on respire davantage et de façon plus profonde. Et du coup, comme il se renforce, ça nous permet d'amener plus d'oxygène à nouveau dans notre système respiratoire et sanguin, parce que le muscle fonctionne mieux, en fait, plus efficacement. Et notre masse musculaire, c'est le troisième point, grossit aussi partout dans le corps, en fait. Notre masse musculaire se renforce, ce qui nous permet d'utiliser notre énergie plus efficacement. Le cœur étant un muscle, quand on l'utilise davantage, il va aussi gagner en volume et en efficacité. Et donc tout ça, ça permet en fait à plus d'oxygène de circuler dans le sang et à notre énergie d'être utilisée plus efficacement. Ce qui fait qu'on s'essouffle moins rapidement. Voilà, je trouvais ça super. Merci pour cette question. La prochaine question. Ah ouais, celle-ci, c'était un sacré morceau, merci. Alors, le mieux est-il vraiment l'ennemi du bien? Plus j'avance dans la vie, plus cette phrase fait sens. On ne peut pas être à 200% tout le temps et vouloir tout faire et mieux faire et souvent, oh pardon. On ne peut pas être à 200% tout le temps et vouloir tout faire et mieux faire est souvent contre-productif et parfois dangereux car épuisant. Oui, mais faire au mieux est tellement inscrit dans mon fonctionnement que je ne sais pas faire autrement, sans avoir l'impression de passer à côté de la qualité ou de bâcler les choses, travail comme hobby et temps de pause. Des conseils pour équilibrer un fonctionnement à fond à l'heure et un besoin de ralentir. Alors, comme dit, un sacré morceau, ça m'a fait réfléchir en tout cas. Merci beaucoup. Euh, tout bien faire, ok. Je comprends ce besoin d'avoir envie de faire les choses bien, évidemment, de ne pas passer à côté de la qualité, de ne pas bâcler son travail, de pas bâcler, de pas expédier ses passe-temps et ces choses comme ça. Mais si on a plein de choses qu'on veut faire bien, il va falloir être impitoyable dans la façon dont on gère son temps et dans la façon dont on priorise les choses, en fait. Donc je sais que pour la personne qui a posé cette question est assez scolaire et qu'elle aime la structure, comme moi. Donc on aime bien avoir un peu de structure et de souplesse aussi, bien sûr, mais ça nous aide, voilà. Donc on va en revenir à ce que je répète un peu tout le temps, en fait, de planifier et de faire une liste, avant toute chose, de faire une liste de tous tes projets, de ton travail, de tes hobbies, de tes temps de pause, de tout ce que tu veux faire, en fait. Et ensuite, et c'est une étape super importante, faire le tri. Faire le tri. Qu'est-ce qui te draine? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu peux déléguer? Qu'est-ce que tu peux virer complètement? Qu'est-ce que tu veux absolument conserver? Qu'est-ce qui est vraiment tout en haut de la liste en termes de priorité, en termes d'importance pour toi? Et, euh, et de quoi est-ce que tu peux te passer en fait? Super important parce que si on veut faire les choses bien, eh ben on peut pas tout faire.
Donc voilà, si c'est pas déjà fait, je pense que ce processus-là, il va déjà être t'aider à avancer. Et ensuite, il s'agit de décider d'où tu vas te laisser du temps dans ta semaine pour faire tout ce que tu veux. Et on en revient toujours en fait à ce que je répète, d'être intentionnel avec son temps, avec la gestion dont on gère son planning, surtout quand on a plein de choses, quand on a une vie de famille, quand on a plein de hobbies, quand on a un travail très prenant, quand on a des amis qui viennent nous rendre visite tout le temps. Il faut être intentionnel. D'autant plus si on veut faire les choses bien, parce que si on laisse un petit peu le chaos régir notre emploi du temps, forcément, on va toujours être dans un état réactif où on va passer d'une chose à l'autre et on peut pas bien faire les choses dans ce contexte-là. Donc, être intentionnel, faire la liste de tout ce qu'on veut faire, de tout ce qui est important, faire le tri, virer tout ce qui nous draine, tout ce qui est pas absolument nécessaire, je veux dire. Et puis voilà, planifier, mettre les choses dans des cases, dans son Google Calendar, dans son Google Agenda. Pour moi, enfin, je l'ai déjà dit aussi plein de fois, mais ma vie est régie par mon Google Calendar parce que j'ai cette flexibilité d'être indépendante, ce qui fait que si je mets pas des tâches et si je me donne pas des deadlines à moi et si j'ai pas les choses qui sont bien dans des petites cases, ben je fais rien en fait, on n'accomplit rien parce qu'on se dit oh j'ai toute la journée, qu'est-ce que je vais faire et puis voilà on passe 2 heures à se dire bon bah qu'est-ce que je vais faire de ma journée, paf il y a déjà 2 heures qui sont passées et ensuite on se décide sur une tâche et puis on est distrait par quelque chose d'autre et puis donc voilà donc on peut pas bien faire les choses quand on n'a pas un minimum de structure il me semble. Pour moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. C'est peut-être pas votre cas et je serais ravie de savoir comment vous fonctionnez et avoir d'autres sources d'inspiration. N'hésitez pas à me le dire. Et puis j'aime bien allier du coup cette structure générale avec une certaine flexibilité, avec de la marge de manœuvre entre les différents blocs parce que évidemment on sait toujours qu'il va y avoir des imprévus à gérer, des coups de fatigue, des maladies, des semaines plus chargées que d'autres. Pour moi c'est en termes de cours, la semaine prochaine j'ai énormément de cours, cette semaine un peu moins, donc je gère mon temps de façon un peu différente. Mais voilà, donc je reviens toujours à cette intention dans ce qu'on fait en fait. Et puis en parallèle de ça, ça peut être intéressant aussi de faire du journaling sur cette tendance au perfectionnisme en fait, sur ce besoin de fonctionner à fond à l'heure, de se demander ok d'où ça vient et quelles seraient en fait les conséquences de bâcler quelque chose sur la tâche en elle-même bien sûr, mais aussi sur ton estime de toi peut-être. Est-ce que si tu fais quelque chose un peu moins parfaitement, est-ce que ça va avoir un impact sur ton humeur, sur ton estime de toi, sur quoi que ce soit? Pourquoi tu as ce besoin-là de remplir ton planning, ton calendrier ou qu'est-ce qui se passerait si tu t'autorisais à ralentir un peu plus ou un peu plus souvent? Donc de se poser un peu ce genre de questions sur son fonctionnement, je pense que ça peut être intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer. Et plutôt que se dire oh là là, je suis comme ça, comment je peux faire pour fonctionner comme ça, ce qui est aussi très bien évidemment, mais se dire ok, de remettre en question notre fonctionnement et se dire ok pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passerait si j'étais autrement en fait, si je fonctionnais autrement. Voilà, c'est juste en parallèle. Ok, question suivante. Comment arriver à faire la part des choses, se défaire de ses problèmes courants pour se concentrer entièrement lors d'une séance de yoga? Par exemple, quand on a du travail à rendre qui nous occupe l'esprit. Alors, je pense c'est déjà
important de commencer la séance avec cette intention-là. Donc, quand on se pose sur le tapis, chacune des séances que je donne, on commence toujours avec quelques minutes pour se recentrer, pour se poser, arriver sur son tapis, respirer, voir un peu ce qu'on amène, tout ça. Et ça peut être un bon moment de se dire, ok, j'ai ça et ça en tête qui tourne, mais pendant 1 heure ou pendant la durée de ma séance, je les laisse de côté. Et je me concentre sur mon corps, sur ma respiration, sur mon bien-être, sur les postures, sur tout ce qui se passe juste sur le tapis. Mais tout ce qui me trotte dans la tête, je le laisse en dehors du tapis. Ça ne vient pas ici. Et donc juste déjà de poser cette intention, ça revient à ma réponse à la question précédente, mais de faire les choses avec intention toujours. Et quand inévitablement ces choses-là reviennent nous trotter dans la tête pendant la séance, on peut se rappeler de cette intention déjà, et avec plein de compassion envers soi-même, parce que c'est inévitable que ça revienne nous trotter dans la tête, c'est pas grave, c'est le fonctionnement du cerveau, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, avec toute cette compassion, on redécide, on reprend cette décision de laisser ça de côté, en sachant qu'on aura tout le temps du monde pour y repenser après la séance. Le travail, les problèmes seront toujours là. On aura le temps après son yoga pour y revenir. Ça n'a pas besoin d'être réglé là dans la minute. Donc, on revient à cette intention de ok, pour le moment, je me reconcentre sur ma respiration, je me reconcentre sur l'étirement, sur les sensations, sur quoi que ce soit qui peut nous ramener dans le moment présent, en gros. Et on décide, on a cette décision, cette intentionnalité de laisser ses pensées de côté. Et en fait, finalement, c'est vraiment juste le même mécanisme que la méditation. Hein. C'est ce qu'on fait quand on médite. On essaye de toujours revenir à son point d'ancrage. Et là, c'est pareil, mais du coup, dans une séance de yoga, d'asana. Voilà. La dernière question pour aujourd'hui. Quand je suis stressée et que je dors mal, je me tords dans tous les sens. Ça doit pas aider mon dos d'ailleurs. Y a-t-il une technique de respiration pour se calmer? Peut-être juste celle qu'on fait en 4-4 ou 4-6? Alors, juste au cas où vous savez pas ce que c'est ce 4-4-4-6, c'est des techniques de respiration et c'est très simplement, on inspire pour un compte de 4 secondes à peu près, et on expire pour un compte de 4 ou 6. Donc voilà, c'est juste inspire 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et du coup, ces deux techniques sont très bien avant le sommeil. Ça permet effectivement, donc quand on a une respiration égale, d'équilibrer le système nerveux, de le ramener un petit peu à cet état d'équilibre, alors que quand on est stressé, on a tendance à être un petit peu plus du côté de l'inspiration, à rester bloqué dans l'inspiration. Et la technique en 4-6, donc où on allonge l'expiration, ça a pour but d'être davantage dans la détente. Voilà, quand on fait passer quand on donne plus d'importance à l'expiration, le système nerveux se détend. Ça promeut la relaxation. Donc ces techniques sont très très bien avant le sommeil, je les recommande. Et pour le reste, je ne sais pas si tu as déjà téléchargé mon guide pour le 7 jours pour un meilleur sommeil, dont je parle tout le temps, mais je vais mettre quand même le lien encore une fois dans les notes de l'épisode. Mais ça répond exactement à ta question. En fait, j'y partage plein de micro-séances, donc vraiment, je crois qu'elles font entre 5 et 10 minutes. C'est vraiment tout petit. Des toutes petites séances qu'on peut faire le soir avant de se coucher, même dans son lit déjà, pour justement calmer le système nerveux, promouvoir cette réponse de relaxation et du coup avoir un sommeil un peu plus reposant, un peu plus efficace et relâcher un peu de ce stress avant de s'endormir et du coup potentiellement moins se tordre dans tous les sens quand on dort. Dans ces techniques que je partage dans le guide, il y a la technique en 4-6 par exemple, il y a aussi celle du bourdon que j'adore. La technique du bourdon, elle est aussi dans la Yogatech, vu que si tu es une de mes clientes, tu peux la trouver là-bas. Et il y a plein de postures toutes douces
qui font que le corps et le cerveau, du coup, se sentent en sécurité et se relâchent un peu pendant le sommeil. Donc voilà, ces techniques de respiration-là sont top et il y en a plein d'autres et elles sont toutes dispo dans mon guide gratuit de 7 jours pour un meilleur sommeil. Donc je t'encourage vivement à aller y jeter un œil, à voir les micro-séances que j'y partage et puis tous les conseils pour améliorer son sommeil en général. Voilà, et puis sinon, si tu as... enfin, on en a déjà discuté d'ailleurs, mais on pourra voir ça lors de notre prochaine séance ensemble. Ok, et ben si vous souhaitez d'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore dans mes clients, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou bien directement à postuler, à remplir le petit questionnaire qui se trouve dans les notes de l'émission et on verra comment je peux vous aider et ce sera avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi pour le Q&A et à très bientôt.